Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau Business Challenge, votre émission 100% économie et vie des entreprises. Nous vous proposons dans ce nouveau numéro le lancement à Niamey de la session de formation au profit de 102 encadreurs des écoles normales du Niger. Vous suivrez également un reportage sur les aléas climatiques et leur impact sur l'économie nigérienne. Après ce reportage, nous allons nous entretenir avec M. Kachalou Lawangaptia sur les divers aspects des aléas climatiques et leurs impacts sur l'économie nigérienne. A tout de suite. Le projet Niger Lire organise du 3 au 23 septembre 2024 à Niamey une session de formation au profit des encadreurs des écoles normales du Niger. Cette formation, qui vise à améliorer les pratiques enseignantes au Niger, a été financée par la Banque mondiale à travers le projet Niger Lire. Business Challenge a été au cœur de cet événement. Je vous laisse suivre ce reportage que nous lui avons consacré. Ils sont au total 102 encadreurs des écoles normales du Niger à suivre un stage de perfectionnement en didactique des disciplines, évaluation des compétences, techniques pédagogiques innovantes et utilisation du numérique en éducation. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences des enseignants venus des 8 écoles normales du pays. La session de formation qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de renforcement des compétences professionnelles des 102 formateurs d'enseignants qui évoluent dans les 8 écoles normales de notre pays. En effet, elle constitue la deuxième phase d'un dispositif de formation ayant déjà permis de former en présentiel 24 encadreurs au Maroc avec un suivi mené à distance. Les thématiques qui seront abordées au cours de cet espace d'échange s'articuleront autour de la didactique des disciplines, de l'évaluation des compétences liées à la pratique enseignante, de l'apprentissage à l'utilisation des outils numériques en éducation, de la mise en œuvre de l'approche par les situations et d'autres pratiques pédagogiques innovantes en enseignement. Ainsi, au cours de cette formation, les participants auront à suivre les enseignements des experts universitaires venus du Maroc. L'essence du modèle d'un développement économique ne peut se faire qu'à travers, si vous voulez, une éducation, qu'à travers une qualité de formation. Et je pense que vous êtes, j'adresse la parole aux encadreurs, vous êtes la relève, vous êtes la cause, vous serez la cause bien sûr de ce développement et nous vous souhaitons un petit peu de bonne continuation. Je vous remercie d'avoir, vous savez, et là je remercie un peu le ministère de l'Éducation nationale, former 150, c'est pas évident quand même. Donc déjà c'est un grand chantier, c'est un grand projet et je pense à travers, je dirais, cette attitude, vous pouvez, Inch'Allah, avancer doucement mais sûrement pour développer l'éducation chez vous. Le projet Niger Lire vise à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les régions ciblées et à renforcer la planification et la gestion de l'éducation. Durant 20 jours, les encadreurs des écoles normales du Niger seront outillés sur les techniques pédagogiques innovantes, l'utilisation du numérique en éducation et bien d'autres. Les conditions météorologiques extrêmes représentent une menace sérieuse pour l'économie nigérienne, en particulier pour les secteurs de l'import-export et de l'agriculture. Ce reportage que vous allez suivre couvre les divers aspects de l'impact des aléas climatiques sur l'économie nigérienne. Suivez plutôt. Le Niger, étant un pays enclavé, dépend des corridors routiers pour transporter les marchandises. Les routes sont souvent endommagées par les conditions météorologiques extrêmes, entraînant des retards et une augmentation des coûts logistiques. Cette situation impacte de manière significative son économie, en particulier les secteurs de l'import-export et de l'agriculture. Nous avons enregistré beaucoup de dégâts. Les infrastructures d'approvisionnement ont été rompues parce que vous avez vu la route de Sorey qui doit amener
les personnes et les biens. Malheureusement, elle a été coupée. La route liant Kolo-Niamey également, Filengue-Niamey également, Walam-Niamey, ainsi de suite. Donc, plus d'une semaine, nous avons eu une rupture des produits de grande consommation. Et vous avez remarqué que même que le carburant, l'essence n'était pas disponible dans les essenceries. Donc, cela a causé beaucoup de mal, en tout cas, de dépenses supplémentaires. Parce que, quoi qu'on dise, nous avons payé cher le litre. D'autres sont partis jusqu'à 2500 francs le litre. Cela a des conséquences sur le panier de la ménagère, sur les produits de grande consommation qui n'étaient pas disponibles. Les produits maraîchers, qui sont une source de revenus essentielle pour de nombreuses familles nigériennes, subissent également les effets des variations climatiques. Tous les produits frais sont pourris. Il y a eu beaucoup de pertes. Que Dieu nous accompagne. Dans certains véhicules, il ne reste pratiquement rien comme fruits et légumes. C'est le cas des véhicules qui transportent les bananes. Le véhicule qui est rentré hier dimanche à Niamey était stationné pendant 9 jours. Malheureusement, toute la marchandise a été déversée en brousse. C'est une grosse perte d'environ 25 millions de francs CFA. Certains ont perdu les 2 tiers de leurs investissements et d'autres les 1 tiers. Au petit marché de Niamey, les pertes concernent surtout la tomate, le piment, l'orange et autres. Ce sont des produits qui se pourrissent vite. Franchement, nous avons eu beaucoup de pertes. Nous nous en remettons à Dieu. Dans ce contexte, l'amélioration des infrastructures de transport devient cruciale pour atténuer les effets des aléas climatiques sur l'économie nigérienne. Les infrastructures routières telles qu'on les a conçues sont dépassées actuellement, particulièrement les ponts et les gagnons. Il faut faire en sorte que là où on a connu des problèmes, qu'il y ait un rehaussement, en tout cas du pont. Quand vous prenez vers Soreille, c'est que le pont de Soreille est dépassé. Il faut le revoir carrément. Maintenant, pour les nouvelles infrastructures à créer, donc il faut tenir compte de ces changements climatiques-là, surtout du retour de la pluie, pour faire en sorte que la circulation soit plus fluide. Et là où il y a beaucoup d'eau, c'est de créer des aménagements. En plus de cet aspect-là, il faut créer les conditions d'une contribution urgente parce que le mécanisme actuel de recours pour régler certains obstacles, certes, il y a de la fiabilité, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes en pleine période de pluie. De la façon dont on fait recours aux services techniques, je crois que ça ne peut pas régler le problème de façon urgente. Il faut créer un service technique spécialisé, dédié en tout cas à la réparation rapide des infrastructures routières là où le problème se pose. Quand c'est trop, ces services seront dépassés parce que ce n'est pas toutes les régions qui sont équipées de tous les outils nécessaires. Les conditions météorologiques extrêmes représentent une menace sérieuse pour l'économie nigérienne, en particulier pour les secteurs de l'import-export et de l'agriculture. L'amélioration des infrastructures de transport est essentielle pour réduire cette vulnérabilité et soutenir le développement économique du pays. Des investissements stratégiques dans les routes ainsi qu'une coopération régionale renforcée pourraient permettre au Niger de mieux résister aux chocs climatiques et de sécuriser ses échanges commerciaux. La dernière partie de cette émission sera toujours consacrée à ce sujet qui fait l'actualité au Niger, les aléas climatiques et leurs impacts sur l'économie nigérienne. Nous allons vous offrir dans cet entretien
un aperçu complet de la situation météorologique actuelle et des stratégies futures. Pour cela, nous avons sur ce plateau M. Kachalulawan Gaptia. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Donc, merci de nous avoir reçus. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu général des conditions climatiques au Niger et des principales caractéristiques climatiques de la région? Merci de vous intéresser à la direction de la météorologie nationale pour avoir les informations nécessaires sur le climat. Voilà, donc pour ce qui est des climats du Niger, il faut tout de suite dire que nous avons des typologies, des zones climatiques plutôt, qui traversent notre pays. Et on peut avoir jusqu'à, disons, 4 zones climatiques. Et ça, on a fait cette subdivision-là à partir donc, de pluviométrie moyenne. Et donc, on voit bien qu'au niveau du le Dendi, par exemple, le sud d'Osso, il y a une petite zone, à peu près de 1% du territoire national, qui est la zone dite soudanienne, qui est au-dessus en moyenne donc, annuelle de pluie de 600 mm. La zone dite sahélienne, c'est la zone qui est comprise entre 300 et 600 mm. On peut le voir, c'est pratiquement toute la région du Niger. Et nous avons après, entre 150 mm et 300 mm, nous avons la zone sahélo-saharienne, donc, qui est plutôt des zones pastorales par excellence. Et la zone saharienne, qui est tout ce qui est en deçà de 150 mm, jusqu'à 0, s'il faut, que maintenant, il est difficile de parler de 0 au Niger dorénavant. Donc voilà en gros pour ce qui est du Niger, mais toute la zone sahélienne également a quasiment presque les mêmes caractéristiques, mais ceux qui sont beaucoup plus au sud sont plutôt des zones soudaniennes, et ceux qui sont à la même latitude que nous ont effectivement ces mêmes réalités. Okay. Nous savons que notre pays est confronté à des aléas climatiques. Alors, quels sont les principaux aléas auxquels le Niger est confronté? Merci bien. Et pour ce qui est des aléas climatiques les principaux, les aléas climatiques, nous pouvons parler des inondations, qui ont cours d'ailleurs maintenant, actuellement, donc ce qui est beaucoup plus d'actualité. Nous avons la sécheresse, bien qu'on voit des pluies importantes qui tombent, souvent nous avons, ou disons des fois, nous avons des cas de sécheresse dus généralement à des pauses pluviométriques prolongées. Et nous avons le cas également de la vague de chaleur. Et cette année particulièrement, nous l'avons vécu, tout le monde l'a vécu dans sa chair. Au mois d'avril. Au mois d'avril et mai. Et vraiment, les thermomètres se sont affolés. On est allé jusqu'à 47, des fois 48 degrés. Et donc, ça fait que c'est très intense. Et ajouté à cela, c'est une zone également, c'est une période où également nous avons l'humidité qui rentre. Et donc, le confort thermique devient assez complexe pour l'homme dans la mesure où la température ressentie, c'est cela qui est la plus importante. Et même pour une température de 35 degrés, si tu prends une humidité qui peut se situer dans les 60 à 70%, tu peux avoir des ressentis de plus de 40 degrés ou 45 degrés dans ton corps. Donc cela également est à prendre en compte justement. Donc on peut parler de vagues de chaleur. Après, nous avons la poussière et les vents. Les vents également aussi, et surtout pendant les orages, qui font beaucoup de dégâts sur les infrastructures. Je crois que c'est un aléa avec lequel il faut également compter. Et après, nous avons les feux de brousse, qui sont peut-être de moindre importance vu leur impact économique, mais qui restent quand même des aléas assez significatifs dans la mesure où ça peut amener à des pertes surtout, et n'est-ce pas, des pâturages, mais également des récoltes. Tout à fait. Alors, monsieur le directeur, vous utilisez des outils et technologies pour surveiller et prévoir les aléas climatiques au Niger. Quelles sont-elles? Merci bien. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une direction technique, purement technique, qui travaille sur les analyses, mais également les prévisions. Et donc, comme tel, il nous faut vraiment certains équipements qui sont assez sophistiqués. Notre plateforme satellitaire, qu'on appelle donc le Puma 2015 pour le moment, c'est une plateforme qui reçoit du satellite toutes nos données qui nous permettent aujourd'hui de suivre l'ensemble du territoire nigérien et même pas, on peut même suivre l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si on peut détecter aujourd'hui des choses au Tchad, au Mali, toutes ces choses-là, comme si on y est là-bas. Mais donc c'est vraiment un des outils principaux que nous disposons.
Et pour faire les analyses d'abord, mais également nous avons des entrées de plusieurs modèles qui nous viennent à travers ce système-là. C'est les modèles du UK, et donc c'est l'Angleterre, de la France. Nous avons le modèle américain, le GFS. Tous ces modèles-là sont concentrés ici, et avec l'expertise que nos agents ont. Et donc on arrive à les analyser pas à pas, et on produit jusqu'à 3 bulletins par jour avec cela. En dehors de cela, nous avons toute la panoplie informatique qui nous permet effectivement de faire tous ces calculs-là. Et en plus, je vous parlais des modèles. Nous avons des modèles, certes, empruntés des autres, mais qui n'ont pas une bonne résolution chez nous. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire des modèles comme ils le font là-bas. Mais quand même, avec l'effort de l'État, nous sommes arrivés à avoir des calculateurs. Et nous avons aujourd'hui un centre de calcul. Nous avons un modèle propre qu'on est en train d'adapter et donc de customiser sur le Niger, et qu'on ait vraiment des résolutions assez bien fournies. Voilà, en fait, en gros, si vous voulez, les outils que nous utilisons, entre autres, pour faire. Est-ce qu'on peut dire que le Niger est doté d'une technologie avancée en matière de météorologie? Nous avons un patrimoine que je qualifierais de national, c'est la base de données numériques. On a des stations qui ont des données sur plus de 100 ans. Parce que nous avons, quand nous prenons la station des Anders, elle a été créée en 1905. Et même ici, au niveau de la ville de Niamey, c'est 1905. Donc, toutes ces données, vous voyez, c'est pour faire du changement climatique, pour faire des analyses, il faut disposer d'une base de données. Et ça, c'est notre force. Nous avons, sur toutes les régions du Niger, nous avons des observations de plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et même, donc, comme je le disais, 100 ans. Vous avez parlé tout à l'heure de 23 pays qui ont été... Je voudrais savoir, est-ce que c'est à un niveau mondial que le Niger fait partie de ces 23 pays? Oui, justement, c'est à travers le monde. Donc, c'est surtout... Mais il faut souligner quand même que c'est parmi les pays qui montrent un peu quand même de la volonté, d'abord, mais qui manquent aussi des infrastructures, parce qu'ici, on a un grand désert et tout ça. C'est quand même bien de nous appuyer pour qu'on arrive à placer un peu partout des stations d'observation parce que ce monde, à travers l'Organisation météorologique mondiale, nous faisons un tout. Et tout le monde, pour la veille météorologique mondiale, tout le monde utilise son réseau pour envoyer les données. Et ces données-là qui sont travaillées dans les grands modèles qui nous viennent, même pour améliorer les modèles que nous utilisons les autres, si on a un très bon réseau, c'est ça qui améliore. Alors, expliquez-nous le mécanisme par lequel les prévisions climatiques sont communiquées aux différents secteurs économiques et à la population. Merci bien. Oui, pour ce qui est des prévisions climatiques, c'est souvent celle-là qu'on fait en début de saison. Donc les prévisions climatiques, en réalité, nous avons des outils qui nous permettent de commencer depuis le mois de janvier. D'accord? Et chaque mois, on met à jour ces prévisions-là. Mais les prévisions les plus parlantes et les plus utilisées, c'est celles-là qu'on fait juste avant l'installation de la saison. Parce que ce qu'on prévoit, c'est justement le début de saison. Est-ce que ça va intervenir tardivement? Est-ce que c'est en moyenne? Ou bien normalement, ou bien est-ce que c'est précoce? C'est la même chose pour la fin de la saison qu'on prévoit. Est-ce que ça va intervenir tardivement, non de façon normale, ou bien de façon précoce? Et nous regardons aussi les pauses pluviométriques à l'intérieur de la saison. Est-ce qu'il y aura des pauses prolongées? Ça va être moyen, ou bien des pauses courtes? Ça aussi, on regarde en début et en fin de saison. Mais le plus important que nous voyons, c'est la quantité, ou du moins en termes qualitatifs, c'est la pluie qui va tomber sur l'ensemble de notre pays. Est-ce que selon les régions ou bien sur le pays, de façon générale, est-ce que les pluies attendues seront déficitaires? Est-ce qu'elles vont être moins, donc tourner autour de ce qu'on a l'habitude d'avoir, ou bien excédentaires? Donc cela nous permet effectivement d'avoir les informations à l'avance pour surtout donc nos producteurs, mais également pour les autorités et de façon générale pour la population. Et donc les moyens de communication, c'est cette année, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous n'avez pas peut-être eu l'information, le 8 mai, on a fait un point de presse. Donc toujours on commence par un point de presse où on vous invite tous les médias, n'est-ce pas, publics comme privés, et pour exposer les résultats de la prévision. Voilà ce qui va être cette année, n'est-ce pas, le profil de la saison qui est attendu. Maintenant, quand on a des partenaires, il y a des communes qui bénéficient carrément qu'on se rende, donc une équipe d'experts se rend là-bas sur place pour travailler avec les producteurs, pour leur dire, bon voilà la saison, voilà comment elle va se présenter. D'abord, on évalue ce qui s'est passé l'année passée et puis on leur donne ces messages-là
pour qu'ils en tiennent compte. Ensemble, on va voir un peu le profil de la saison chez eux. Et de cette manière-là, ils vont utiliser les mesures d'adaptation les plus appropriées pour faire leur planification agro-pastorale, par exemple. Vous avez aussi parlé de variation climatique. Alors, comment est-ce qu'elle affecte la production agricole au Niger? Oui, pour ce qui est du changement climatique, vous voyez, bon, tout le monde il va de ses commentaires et de ses points, des fois d'autres sont fantaisistes et tout le reste, mais on se base sur ce qui est scientifique et ce qui est observable. Et quand nous prenons par exemple le cas du Niger, nous avons, bien que beaucoup de gens parlent de baisse de précipitations, en réalité ce n'est pas le cas. C'est qu'on a qui affecte l'agriculture, l'élevage, n'est-ce pas, et peut-être éventuellement le secteur économique, et surtout les catastrophes, et maintenant la gestion des catastrophes. Et donc c'est surtout que on a, en termes de quantité de pluie, on observe qu'il y a quand même une certaine reprise de la précipitation depuis les années 2000, n'est-ce pas? Et donc les quantités de pluie quand même sont assez importantes quand on doit prendre le total. Alors là où on arrive à avoir les problèmes aujourd'hui, c'est surtout les pauses pluviométriques qui se font à l'intérieur de ces saisons-là, et où vous avez des séquences de fortes précipitations qui non seulement vont donner les inondations, mais quelquefois vous avez encore des arrêts qui peuvent entamer ou du moins impacter sur l'évolution normale des cultures, n'est-ce pas? Et cela pourrait affecter le rendement, soit en faisant baisser le rendement ou carrément en escamotant ces rendements-là. Donc voilà en réalité comment, et nous avons également en début de saison surtout, un début de saison qui tend à être tardif, et des fois nous avons des faux départs, ça veut dire que tu peux avoir des grandes pluies en mai, ou même des fois avril, quelquefois, et tu vas avoir une pause de 1 mois, 50 jours. Ce qui annihile tous les efforts des gens, et les cultures seront avortées, et vous allez voir que nous avons des ressemis, on va s'aimer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on serait rentré déjà dans juillet. Et pour les genres d'espèces qu'on utilise souvent, il y a des paysans qui, et c'est là où je vais, peut-être plus tard on va parler, il faut que l'État intervienne forcément pour sensibiliser ces populations, parce qu'il y en a qui sont restés sur les espaces traditionnels, qui font jusqu'à 4 mois et autres. Alors, quand il y a ce genre de situation où il y a un raccourcissement de la saison du fait, n'est-ce pas, de ces pauses en début de saison, tu vas voir que tu vas juste récolter des fourrages plutôt que des graines, en parlant de céréales par exemple, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est on doit porter au niveau de nos producteurs pour qu'ils sachent que les choses ont changé. Le profil de saison qu'ils connaissaient avant, qu'ils commencent à 1er juin ou en fin mai, ça continue jusqu'à septembre sans problème souvent, et avec une répartition très acceptable de la pluviométrie, ce n'est plus ça. Donc c'est surtout ça, l'impact que cela a sur notre production agro-pastorale. Parce que si on regarde même, ça fait des années qu'il y a eu un changement, on sent que les saisons pluvieuses ne sont plus comme avant. Mais pourtant, les gens s'entêtent à faire comme avant. Donc qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais évidemment, c'est ça, quand je dis qu'on travaille avec les partenaires, on parle aussi des programmes de résilience. Par exemple, je donne l'exemple du PAM, qui est un partenaire privilégié en réalité, parce qu'ils ont compris et nous appuient beaucoup. Nous développons tous les programmes, n'est-ce pas? Et ils nous appuient maintenant dans les différentes communes qu'ils contrôlent, où on part et on leur explique en début de saison, on va faire des ateliers, on les forme, on leur parle des choses qui ne vont pas, et on leur apprend à observer eux-mêmes leur propre environnement avec des pluviomètres et ce qu'il faut, pour qu'eux-mêmes ils sachent avec le temps que quand telle quantité tombe, et c'est à tel moment ils peuvent commencer. Alors, pouvez-vous nous fournir des exemples spécifiques de pertes économiques dues à des événements climatiques extrêmes? Oui, merci bien. Ces derniers temps, on l'a vu depuis les années 2010. Avant, par exemple, on ne connaissait pas tellement de décès, par exemple, dus aux inondations. Même ces inondations n'étaient pas connues, de grande ampleur n'étaient pas connues avant 2010. Et on a fait un travail au niveau d'une commune ici, n'est-ce pas? Et même les plus anciens nous ont dit qu'avant les années 2008-10, ils n'ont jamais connu des inondations. Et voilà que depuis 2010, pratiquement chaque année, ils sont inondés. Donc c'est pour dire qu'effectivement, depuis 2010 à nos jours, tous les risques d'inondation étaient tellement élevés que le premier problème, c'est les pertes en vie humaine que ça crée. Cette année, on est actuellement à 273 décès dus aux inondations. Je ne sais pas comment le chiffrer en termes économiques, mais je crois que c'est au-delà de l'économique. Maintenant, les infrastructures. Regardez toutes les infrastructures aujourd'hui qu'on est en train de perdre.
Quand prenons par exemple l'exemple de cette année, malheureusement on n'a pas encore évalué les chiffres et tout ça, mais c'est quand même des milliards que nous sommes en train de perdre du fait peut-être des infrastructures qui ont été construites des années avant et qui n'étaient pas des infrastructures résilientes à ce genre de climat. Justement, quelles stratégies sont mises en place pour aider les communautés et les secteurs économiques à s'adapter aux aléas climatiques? Nous, des fois, quand on vient, non seulement on fournit toutes les données nécessaires à tous les secteurs socio-économiques, et n'est-ce pas, toutes les données climatiques, pour qu'elles peuvent utiliser directement, ou elles nous demandent de leur faire des produits spécifiques qu'ils vont utiliser pour minimiser justement les risques climatiques. Maintenant, pour les autres secteurs, comme je l'ai bien dit, on fait des produits qui sont spécifiques et surtout pertinents pour les différents secteurs. Et avec ces produits-là, les gens arrivent quand même à pouvoir s'adapter pour quand même réduire tous les risques qu'ils courent dus n'est-ce pas, à l'impact de ces changements climatiques et de ces variabilités. Alors, quelles sont les prévisions climatiques pour les prochaines décennies et comment ces prévisions pourraient-elles influencer l'économie nigérienne? Les prévisions que nous avons, vous savez, selon les paramètres, nous avons aujourd'hui dans le cadre du changement climatique des modèles, plusieurs modèles que l'on utilise pour faire des prévisions de ces paramètres. Il s'agit de la pluie d'abord, la température, parce que nous sommes dans un monde qui se réchauffe. Pour le cas du Niger, depuis 96-97, les températures sont grimpées au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour ce qui est de la production, c'est que tous les modèles sont unanimes, c'est qu'il y aura une augmentation encore de la température. Voilà, c'est dire que nous allons encore continuer à avoir un monde plus chaud parce que les mesures appropriées ne sont pas prises. Pour la précipitation, pour le cas du Niger, et je suis de ceux-là qui croient à un certain modèle qui sont assez bien et qui prévoient, parce que la pluviométrie, c'est un des paramètres où nous n'avons pas beaucoup de consensus en termes de prévision. Mais parmi les meilleurs modèles que nous avons choisis ici et que nous avons travaillé avec les partenaires, c'est plutôt ce qu'on est en train de voir cette année. Les prévisions nous montrent qu'on aura plutôt une augmentation de la précipitation au Niger, et surtout dans les zones désertiques. Cette année, on n'a jamais vu le phénomène que nous avons vu sur le Djado. Et on n'a jamais vu, en tout cas à notre temps, une pluviométrie abondante comme ça sur le Djado, jamais de la vie. Et un front tropical qui est parti sur le Mali, sur la Libye. Voyez-vous? Quand nous prenons par exemple ici, ça c'est le bulletin d'aujourd'hui, regardez, ça c'est le fuite, il est sur la Libye. Jamais de la vie on a vu un fuite qui est parti sur la Libye. C'est une première alors? C'est une première. Et ça veut dire quoi? Tout ça, nous sommes sur la mousson. Et donc la pluie peut se faire partout dans cette zone, sur le territoire nigérien. Et donc nous pensons que c'est des prémices et que nos prévisions que nous sommes en train de voir là, c'est véritablement, je crois que c'est là plutôt qui est plausible que nous allons avoir d'ici 2050-2100 des augmentations des températures, ces changements climatiques-là. Le fondamental, il faut que dans nos politiques, on arrive à intégrer cette question de changement climatique et surtout de travailler avec les vrais partenaires qui travaillent sur le climat, n'est-ce pas, et qu'ils peuvent vraiment apporter des solutions appropriées et pour des zones spécifiques. Monsieur le directeur de la météorologie nationale, merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre votre magazine 100% économie et vie des entreprises qui a traité de la formation du 3 au 23 septembre 2024 à Niamey de 102 encadreurs des écoles normales du Niger, suivi de ce sujet qui fait l'actualité au Niger, les aléas climatiques et leur impact sur l'économie nigérienne. Et c'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau Business Challenge. Au revoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.